Mesdames et messieurs, nous allons partir sur un petit instant océan. On est en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans le lien dans la description évidemment. Et on va essayer de parler un petit peu d'un sujet que j'ai vu il n'y a pas longtemps sortir sur Le Monde. Sur Le Monde, mais pas que. C'est un sujet qui est arrivé plusieurs fois dans les tribunes et dans l'actualité scientifique. Et je vais vous parler aujourd'hui d'oxygène noir. Oxygène noir, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, on va en parler aujourd'hui, mes petits amis. Oxygène noir. Donc, c'est un article qui est sorti sur Le Monde le 22 juillet 2024. Et il parle d'un étonnant abysse noir fabriqué dans les abysses de l'océan Pacifique. Donc, des scientifiques ont découvert de l'oxygène provenant non pas d'organismes vivants, mais de sortes de galets contenant des métaux, ce qui questionne la théorie sur les origines de la vie sur Terre. Rien que ça. Donc moi, quand j'ai vu ce chapeau, je me suis dit, ah, tiens, ça m'intéresse. Oui, et comme dit Youbel, un oxygène noir sur une page bien blanche. Effectivement. Je t'encourage à réduire un petit peu la luminosité de ton lecteur. Mais effectivement, je devrais utiliser un dark mode, mais je ne l'ai pas actuellement. Donc désolé, bonne chance à tous. Donc, cet étrange oxygène noir a été détecté à plus de 4 km de profondeur dans la plaine abyssale de la zone de fracture géologique de Clarion-Clipperton, dans une étude parue le lundi 22 juillet. Allons voir déjà où c'est ça. Hop. Ça c'est joli. Oui, Trump on s'en fout. Clipper. Hop. Clarion-Clipperton, c'est où? Alors, la zone de et la ligne blanche numéro 15. Ok. Donc c'est au milieu, en plein milieu du truc, c'est ici. J'aimerais bien, mais je trouve pas le bouton, donc FF. Oh non, force à toi. Donc Clarion-Clipperton est une zone ici de fracture, c'est-à-dire une zone qui est géologiquement active, bien sûr. Si on s'intéresse un petit peu à ce que dit... Oula, non. Oui, s'il vous plaît. Également connue sous le nom de zone de Clarion-Clipperton, est une zone de fracture géologique sous-marine de l'océan Pacifique. Une longueur d'environ 7240 km, la zone s'étend environ sur 4 500 000 km². Ça fait beaucoup. C'est l'une des 5 grandes lignes du plancher du Pacifique Nord au sud de la zone de fracture de Clarion découverte par le Scripps Institution of Oceanography en 1950. Alors instant concert, j'ai le droit à un remix de la boulette de Diams. Ah ouais, c'est spécial. Ah ouais. Très bien, très bien. Donc qu'est-ce qu'une zone de fracture? Une zone de fracture est une caractéristique linéaire, souvent longue de centaines voire de milliers de kilomètres, résultant de l'action de segments d'axes dorsal décalés. C'est pas faux. En gros, c'est un endroit qui est une résultante de la tectonique des plaques. Vous voyez par exemple ici, on voit vraiment dans la carte de la bathymétrie, c'est-à-dire la profondeur des fonds marins, que des fois il y a des zones de fracture où ça drop directement parce que les plaques tectoniques ont bougé et donc le relief a bougé avec elles. Donc ce sont vraiment des zones de fracture qui sont à l'interface de zones sismiquement actives. Voilà. Donc Clarion-Clipperton, ici dans l'océan Pacifique. Donc une zone qui est bien au milieu de l'océan Pacifique Nord, donc quand même quelque chose qui est assez loin de nos activités humaines, on va dire. Malheureusement, pas assez loin. Dans les abysses de l'océan Pacifique, où la lumière ne pénètre jamais, à partir de 1000 mètres de fond, les scientifiques ont découvert de l'oxygène, provenant non pas d'organismes vivants, mais de sortes de galets contenant des métaux, ce qui questionne la théorie sur les origines de la vie sur Terre. Cet étrange oxygène noir, oxygène noir parce qu'il n'a pas été produit par la photosynthèse qui a besoin de lumière. Toi-même tu sais, t'inquiète, photosynthèse, lumière, tout ça, allez. Donc oxygène noir a été détecté à plus de 4 km de profondeur dans la plaine abyssale de la zone, on l'a déjà dit, sur une étude parue lundi 22 juillet. Une cible de choix pour l'exploitation minière sous-marine en raison de la présence de nodules polymétalliques. C'est exactement ça, de l'oxygène de l'ombre, suivi d'un remix de Visée à la Lune. Oh là 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 là. Ah, et vous vous amusez bien chez vous, hein? Oh punaise. Donc, une cible de choix pour l'exploitation minière. Et oui, parce que pour ceux qui ont suivi déjà la petite émission Instant Océan, nous avions parlé des nodules polymétalliques, qui sont des petits galets qui se forment avec
dans des endroits avec des conditions particulièrement profondes, donc beaucoup de pression, qui sont une accumulation de métaux de terres rares qui sont évidemment très intéressantes pour nos industries. Donc l'exploitation minière est quelque chose qui est actuellement en cours de discussion pour savoir est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Donc voilà, c'est ni bien ni mal, mais ça peut être très mal. En fait, on manque beaucoup de données là-dessus. Donc mon principe de précaution dirait, il faudrait qu'on fasse attention à ça. D'autant plus avec ce qu'on lit actuellement ici. Donc, ce sont des nodules qui sont polymétalliques, c'est-à-dire des concrétions minérales riches en métaux, que ce soit par exemple du manganèse, du nickel et du cobalt, qui sont nécessaires notamment à la fabrication des batteries pour les véhicules électriques, panneaux photovoltaïques et téléphones portables. C'est dans cette zone qu'un navire de l'Association écossaise pour les sciences marines, le SAMS, a effectué des prélèvements financés par la société The Metal Company et UK Seabed Resources. Alors, d'ores et déjà, il y a un petit flag qui doit commencer chez vous à vous dire attention, c'est une étude qui a été commanditée par des compagnies minières elles-mêmes. Donc elles ne sont pas indépendantes. Ce sont des études qui ont été faites par des experts qui sont payés par des compagnies privées. Alors, c'est ni bien ni mal, c'est juste quelque chose qui doit être pris en compte dans l'analyse des résultats. Alors, ça veut dire qu'il y a une possibilité, je ne dis pas que c'est le cas, mais il y a une possibilité que les résultats ne soient pas tous présents, qu'ils aient été sélectionnés pour justement aller dans le sens d'un agenda politique, un agenda commercial. Je ne dis pas encore une fois que c'est quelque chose qui est arrivé là, exactement comme les études sur le tabac. Donc je ne dis pas que c'est ce qui est arrivé là, mais quand on voit quelque chose comme ça, et l'article du Monde a très bien fait de le mentionner, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a pas été fait par des chercheurs universitaires qui sont censés être indépendants de tout ça. C'est pas quelque chose qui a été fait par exemple par un organisme à but non lucratif. Là, c'est vraiment dans le but lucratif. Donc il faut garder ça en tête dans l'analyse de notre article. Il faut savoir que les résultats sont analysés sous un prisme. Exactement. Ils sont vus avec des certaines lunettes. Des lunettes de scientifiques qui ne sont pas indépendants. Voilà. Objectif des recherches. Évaluer l'impact d'une telle prospection sur un écosystème où l'absence de lumière empêche la photosynthèse et donc la présence de plantes, et qui regorge d'espèces animales uniques. Et c'est exactement ça qui est important. C'est que ce sont des milieux qui sont déjà très peu accessibles, et des milieux que, du coup, on ne connaît pas grand-chose dessus. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce sont des milieux qui sont complètement morts. La preuve en est, les fumeurs noirs. Les fumeurs noirs, par exemple, qui sont des sources dans les abysses, à 3000, 2000 mètres de profondeur, qui résultent de l'activité volcanique, et qui ont une biodiversité incroyable. Parce qu'à la place d'utiliser la photosynthèse, ils utilisent la chémiosynthèse, donc c'est-à-dire des réactions chimiques qui n'ont pas besoin de lumière pour produire de l'énergie. Elles ont juste besoin d'énergie et de ce qu'il y a de présent ici. Donc les espèces ont évolué pour former un propre écosystème absolument incroyable et unique. Donc c'est peut-être ce qui se passe aussi ici. C'est pas parce que c'est possiblement loin qu'il y a forcément rien. Et c'est pour ça que les chercheurs étaient allés voir là-bas pour voir un petit peu, chercher des informations, chercher des données pour essayer de s'intéresser à ça. Donc on essayait de mesurer la consommation d'oxygène du plancher océanique en mettant ces sédiments sous des cloches appelées chambres benthiques, explique à l'agence France Presse Andrew Sweetman, premier auteur des travaux parus dans Nature Geoscience. Ça, c'est une revue scientifique par les pairs, donc je vais aller voir Nature Geoscience, Andrew Sweetman, il s'appelait. Dark. Oh, non, pas Drac. Dark Oxygen. Hop. Evidence, voilà. Sorti le 22 juillet, c'est effectivement cette étude dont on parle. Donc, étude qui a été faite dans Nature Geoscience, qui est quand même un article qui est assez bien. Une revue, pardon, qui est assez bien suivie et assez bien citée, en général. Je ne sais pas s'ils mettent leur impact factor ici. Non. Mais c'est du groupe Nature Publishing, donc c'est quand même un bon article. Donc voilà. On va regarder ça, mais du coup, c'est un article. L'article de Monde vulgarise un petit peu justement cet article-là. Donc il est sorti en 2024. Il a une citation, ce qui est assez normal puisqu'il est sorti en juillet. Et il est quand même assez bien suivi par la communauté. Il y a des gens qui vont voir dessus. Donc voilà. Si on veut aller en détail pour voir vraiment comment ça marchait, il suffit juste de cliquer sur les personnes et d'aller voir leur profil pour voir justement s'il y a des conflits d'intérêts, etc. Alors note pour moi-même, quand tu essayes d'apprendre un truc, s'assurer qu'il n'y ait pas de concert. Je vais vous laisser en vrai, j'arrive zéro à me concentrer, je regardais ça sur YouTube. Il n'y a pas de problème.
T'inquiète pas, Youbel. Prends soin de toi surtout, c'est l'important. Et de toute façon, l'instant séance sera sorti sur YouTube et sur Twitch en temps fort, donc il n'y a pas de stress. Des gros bisous à toi. Donc, cet article est un article qui est en plus en libre accès, ce qui est quand même assez rare pour le mentionner. Donc, il y a plein de belles choses qu'on peut voir ici. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat si vous voulez aller vous intéresser à ça. Parce que c'est toujours le fun aussi d'avoir des données et de lire un petit peu la littérature scientifique. Mais, pour ceux qui ne veulent pas, on va en parler quand même aujourd'hui en vulgarisant un petit peu ça, bien sûr. Donc, revenons à notre article. Ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont mis de sédiments. Ils ont mis le sédiment dans un dispositif expérimental qu'on appelle des chambres benthiques. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait de cloches que l'on met autour de sédiments ou autour de trucs comme des herbiers, des choses comme ça. Et le but est que ça forme une sorte de mésocosme, donc vraiment quelque chose qui est séparé du monde extérieur. Et en fait, on met des sondes, on met des appareils là-dessus qui vont permettre de détecter les variations en gaz dissous dans l'eau. Ça permet de savoir notamment est-ce qu'il y a de la production de CO2, est-ce qu'il y a de la production d'oxygène, tout ce genre de choses pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau d'échange de gaz dans un milieu. Parce que puisqu'on l'a isolé du reste, on est capable de prédire qu'est-ce qui va se passer. Par exemple, dans le cas d'un milieu qui n'est pas photosynthétique, où il n'y a pas de production de photosynthèse, on s'attendrait à ce que l'oxygène diminue ou augmente d'après vous. Je répète, si on met la cloche benthique, donc une cloche, on met un morceau de sédiment dans un endroit où il n'y a pas de photosynthèse, complètement isolé du reste, l'oxygène qui est présent dans l'eau, ici est mesuré par une petite électrode. Exactement, Émerion. On s'attend à ce que l'oxygène diminue. Pourquoi? Tout simplement parce que cet oxygène est consommé par les espèces qui sont présentes. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de photosynthèse qu'il n'y a pas d'autres espèces. Et notamment des espèces hétérotrophes qui vont se nourrir de matière organique pour produire la matière organique. Et en général, ces espèces aussi consomment de l'oxygène en respirant, comme nous on fait, pour produire du CO2. Donc, on s'attendrait à ce que justement, il y ait une diminution de l'oxygène présent dans l'eau et une augmentation du CO2, ce qui montrerait un système hétérotrophe. Donc c'est ce à quoi s'attendaient les chercheurs. Puisqu'on est dans un milieu qui est à 4000 mètres de profondeur, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait de la photosynthèse. Disons la suite de l'article. L'eau de mer, ainsi emprisonnée, aurait dû voir sa concentration d'oxygène diminuer à mesure que ces derniers étaient consommés par les organismes vivants à ces profondeurs. Mais c'est l'inverse qui a été observé. Le taux d'oxygène augmentait dans l'eau au-dessus des sédiments, dans le noir complet, et donc sans photosynthèse. Et ça, c'est ça qui est ultra le fun. Parce que c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Tout simplement, on ne s'attendait pas, parce que c'est complètement nouveau d'avoir cette affaire-là. Donc, d'un point de vue scientifique, qu'est-ce qu'on vient d'avoir? On a fait une expérience avec une chambre benthique. On avait notre hypothèse de départ qui était l'oxygène va diminuer. Les résultats montrent que non. Donc, conclusion, notre hypothèse était erronée. Et du coup, il va devoir refaire d'autres analyses pour essayer de poser d'autres hypothèses pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'effectivement, il s'est passé quelque chose. Vous voulez une blague? C'est quand je suis à 2 doigts de la crise que ce concert se finit. Oh ma pauvre. Oh là 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 là. Force à toi, bien sûr. Aïe 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 aïe. Mais quel enfer. Force à toi. Donc, il y a production d'oxygène et ce sans photosynthèse. Salut Arco! Hello Mr. Arco Vibes, Mr. VIP Arco. Je précise dire que je suis toujours pas VIP sur ta chaîne, mais bon bref. Monsieur VIP Arco, comment ça va? La forme? Moi ça va super bien. On est en train de parler un petit peu de Dark Oxygen. L'oxygène noir. OMG. Ouais, je le dis comme ça. L'oxygène noir. Bien sûr. Allez. Donc, ils ont vu qu'il y avait production d'oxygène, mais pas de photosynthèse. Pourquoi? Eh bien, la surprise a été telle que les chercheurs ont d'abord pensé que leur capteur sous-marin s'était trompé. Bien sûr. Évidemment. Tu cherches déjà à savoir est-ce qu'il y a une erreur expérimentale avant d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que, d'un point de vue naturel, il se passe ça. Ils ont mené des expériences à bord de leur navire pour voir si la même chose se produisait en surface, en faisant incuber dans le noir ces mêmes sédiments et les nodules qui contenaient. Ils ont constaté, une nouvelle fois, que le taux d'oxygène augmentait. Donc ça veut dire qu'ils sont allés prendre avec une benne à 4000 mètres de profondeur
du sédiment. Ils ont fait tchac, comme ça, ils ont remonté la benne avec les sédiments. Et ils ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose que in situ, directement à bord du bateau, avec les mêmes instruments pour voir si ça se passait comme ça. À la surface des nodules, et ils ont constaté une nouvelle fois que le taux d'oxygène augmentait. Donc ça fonctionnait, c'était pas une question de capteur. Alors qui vient de se faire couler sur SOT par un galion Reaper qui est venu popper sur l'avant-poste où je me trouvais et pile au moment où je vidais une épave en voyage marchand. Aïe 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 aïe. C'était pas des gentils ça. C'est pas des gentils, force à toi mon cher. Aïe aïe aïe. Oh les salopards. Méchants. Pas gentils. Non, c'est pas gentil. Et en fait, ils ont fait, du coup, comme ils avaient leurs nodules à la surface, et comme ils avaient leurs sédiments, ils ont profité pour faire d'autres tests. À la surface des nodules, nous avons détecté une tension électrique presque aussi élevée que dans une pile AA. Faut déjà, là, vous avez déjà, hein, comment ça? En comparant ces nodules à des batteries dans la roche, ces étonnantes propriétés pourraient être à l'origine d'un processus d'électrolyse de l'eau, qui sépare ces molécules en hydrogène et en oxygène à l'aide d'un courant électrique. Cette réaction chimique intervient à partir de 1,5 volts, soit la tension d'une pile, que les nodules pourraient atteindre quand ils sont regroupés. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'après eux, ce qu'ils proposent, c'est que vous avez un nodule, une sorte de petite roche avec des métaux à l'intérieur, et ces métaux font en sorte qu'il y a une tension électrique autour du rocher. Une tension électrique de 1,5 volts qui serait suffisante, en tout cas dans les conditions, même à la surface d'ailleurs, mais qui serait suffisante pour transformer les molécules d'eau en molécules d'hydrogène plus d'oxygène. En fait, il y a suffisamment d'énergie pour faire une réaction d'électrolyse, c'est-à-dire de transformer les molécules même de l'eau. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de sous-titres? Je ne sais pas. Ah, il y a une relance. Aïe, 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 force à toi encore. Ah là là. Donc, à la surface de ces nodules, il y a création d'oxygène à partir d'un courant électrique. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça dans vos cours de physique-chimie, mais quand vous faisiez des électrolyses, que vous faisiez par exemple, que vous mettiez une anode et une cathode dans l'eau, et que vous faisiez passer un courant électrique pour faire des choses, mais mettons, vous pouvez faire ça parce que l'eau est un conducteur. En général, vous voyez le long de l'électrode, je ne sais plus laquelle c'est, si c'est l'anode ou la cathode. C'est la cathode qui reçoit les électrons, c'est l'anode qui les reçoit. Oh bref, peu importe. Une des deux, il y a à sa surface des petites bulles qui se produisent. Et bien ces bulles, c'est du dihydrogène, donc du H2 sous forme de gaz, mais aussi du dioxygène, du O2. Et ce dioxygène-là, effectivement, c'est du dioxygène qui va être utilisable. Attendez. Et bien sûr, j'ai déjà un... Qu'est-ce que tu fais, Apple Music? Attendez, il faut que je règle un truc. Voilà. Oh là 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 là. Allez, s'il te plaît. Bizarre des fois. Autant me dire que c'est étrange. Merci. Du coup, il y a vraiment cette production d'oxygène avec juste une réaction chimique qui est grâce à juste une bête électrolyse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte déjà un peu de la folie que c'est, parce que pour nous, l'oxygène était quelque chose qui était produit uniquement par la photosynthèse. Donc là, ça voudrait dire qu'il y a même une production d'oxygène de façon complètement indépendante de la biologie. Gardez ça en tête. Donc la découverte de production d'oxygène par un processus autre que la photosynthèse nous incite à repenser la manière dont est apparue la vie sur Terre, liée à l'apparition d'oxygène, commente le chercheur Nicolas Wentz, directeur de la mission SAMS. La vision conventionnelle étant que l'oxygène a été fabriqué pour la première fois il y a environ 3 milliards d'années par des cyanobactéries qui ont mené au développement d'organismes plus complexes. La vie aurait pu commencer ailleurs que sur la terre ferme et près de la surface de l'océan, avance Andrew Sweetman. Puisque ce processus existe sur notre planète, il pourrait générer des habitats oxygénés dans d'autres mondes océaniques comme Encelade ou Europe, des lunes de Saturne et de Jupiter, et créer les conditions d'apparition d'une vie extraterrestre qui serait basée sur notre même chimie, évidemment. Il espère que ces conclusions permettront de mieux réguler l'exploitation minière en eau profonde sur la base d'informations environnementales plus précises. Les mots d'ailleurs sont intéressants, de mieux réguler,
effectivement, puis c'était une étude qui n'est pas indépendante, les mots sont choisis. Il n'empêche que là, ils viennent de découvrir un nouveau processus qui n'avait jamais été décrit avant, comme quoi, si vous avez suffisamment de métaux, si vous avez suffisamment de processus dans la roche qui permettent de starter une électrolyse, de faire passer finalement un courant d'électrons grâce à l'eau qui serait conductrice, eh bien vous avez production d'oxygène. Quand même. Ce qui voudrait dire que la production d'oxygène est complètement indépendante de la photosynthèse. Et ça, dinguerie. Parce que, effectivement, ce qui est vraiment intéressant dans cette affaire-là, c'est que si on s'affranchit complètement de la production biologique, donc c'est-à-dire que les cyanobactéries, d'ailleurs, je vais vous montrer les cyanobactéries. À quoi ça ressemble? Hop, cyanobactéries. Si on s'affranchit complètement de ces cyanobactéries, qui sont des bactéries qui ont la possibilité de faire de la photosynthèse, et bien, à partir de là, pourquoi est-ce que on ne repenserait pas complètement notre schéma de création du vivant? Puisque comme la Terre est une surface océanique quand même à un grand niveau, on a toujours pensé que les cyanobactéries présentes dans l'eau avaient ensuite produit l'oxygène. Là, ça pourrait être carrément l'inverse. Ça pourrait être quelque chose qui a produit de l'oxygène d'abord, en quantité suffisante pour soutenir la création d'organismes, et les cyanobactéries en auraient profité aussi pour faire justement ce type de métabolisme. Donc ça pose vraiment des grosses questions. Donc après, tout ça, ce sont que des hypothèses, évidemment. Donc dans le cas de paléobiologie, c'est toujours compliqué d'essayer d'aller un petit peu plus loin, dans le sens où c'est mort. Dans le sens où toutes ces bestioles, il faut des fossiles, il faut des registres fossiles pour arriver à remonter dans le temps et poser des interprétations et des questions justement sur comment c'était à cette époque, qu'est-ce qui s'est passé. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est d'aller effectivement chercher dans les registres fossiles. Donc il faut plus d'expéditions partout dans le monde pour essayer de voir si d'une part, est-ce que ce processus est suffisamment, je dirais, n'est pas rare, est-ce qu'il est présent ailleurs que dans cette zone du Pacifique? Et deuxièmement, est-ce que c'est quelque chose qui est possible de retracer dans notre histoire géologique? Par exemple, est-ce qu'on pourrait voir que ces mêmes nodules, la même composition, étaient présents dans des roches qui avaient un âge encore plus vieux que les cyanobactéries? Parce que d'avoir cette information, puisqu'on est toujours dans un milieu océanique et qui a priori a peu changé quand même pendant ce temps-là, eh ben on pourrait émettre l'hypothèse qu'il y avait aussi ces réactions qui se faisaient à cette époque. Et là, je vous disais que ce sont des organismes qui sont arrivés il y a 3 milliards d'années, les cyanobactéries. Donc si on voit des registres fossiles de roches, on est capable de dater, qui ont un âge plus vieux que 3 milliards d'années, et qu'elles ont la même composition que les nodules qu'on trouve aujourd'hui, ça veut dire potentiellement qu'il y avait de l'oxygène à ce moment-là avant les cyanobactéries. Je vous laisse un peu imaginer les implications de ce que ça veut dire. En tout cas, je trouve que cet article est un bon exemple pour montrer que la recherche scientifique, c'est avant toute chose des hypothèses, c'est une suite d'hypothèses qui sont constamment remises en doute avec les découvertes de chaque moment pour avancer toujours plus loin vers la vérité et vers tout ce qu'on découvre justement sur notre monde. Donc là, encore une fois, on avait une certitude comme quoi c'était les cyanobactéries qui avaient apporté l'oxygène sur Terre, qui a ensuite été repris par tous les êtres vivants qui font de la photosynthèse, qui a ensuite soutenu le développement des organismes qui l'utilisent pour leur métabolisme. Et finalement, c'est peut-être pas ça du tout. Si ça se trouve, il pouvait même y avoir la création d'organismes avant même les cyanobactéries. Ceci étant dit, s'il y en avait, il devrait y avoir effectivement des registres fossiles qui nous l'indiquent. Pour l'instant, ça n'a pas encore été mis en évidence. Mais, c'est pas dit. C'est pas dit qu'on en trouve maintenant qu'on a aussi cette hypothèse-là. Donc moi, quand j'ai lu ça, ça m'avait quand même assez surpris. Parce que vraiment, on est sur un milieu qui est quand même extrêmement... regardez ça. Voilà, ça c'est vraiment tous les différents échantillons. Il y avait une certaine concentration d'oxygène, et plutôt que de descendre, comme c'était prévu, il y a vraiment production d'oxygène. Et ça, selon différents types de sédiments, j'imagine, il y en a vraiment certains qui ont une une production assez importante. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe ici.
Il y a vraiment quelque chose qui se passe et on a besoin d'en savoir plus. C'est de voir si on a un petit... ouais, ça c'est le potentiel électrique des petits nodules. Vous voyez qu'il y a quand même une sacrée dispersion. Mais il y a quand même un potentiel au niveau de la surface de ces modules. Donc je vous encourage à aller lire ça si ça vous intéresse. Puis si ça vous intéresse qu'on aille un peu plus loin dans la description, pas de problème. Il va falloir que j'aille chercher de l'eau, j'ai soif. Moi je vous encourage à aller voir ça parce que c'est des choses qui sont quand même assez intéressantes. Et là on parle vraiment de découverte, vraiment... c'est vraiment une découverte. Là pour le coup c'est quelque chose, on n'en avait pas du tout conscience avant. Et là on s'est dit, tiens, on a découvert vraiment quelque chose de nouveau. Donc moi je vous encourage à aller voir ça, évidemment. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Ben, ça veut dire que l'exploitation des nodules polymétalliques, peut-être qu'il va falloir reconsidérer ça, parce que si on voit qu'il y a la production d'oxygène avec ce genre de choses-là, ça veut très bien dire que si on enlève ces choses-là pour extraire leurs métaux, pour les mettre dans nos téléphones, les espèces qui profitaient de cet oxygène ne l'auront plus et vont décéder. Donc, impact important sur la biodiversité qui est, à mon avis, une biodiversité assez unique. Donc, tout ce qui est benthos, tout ce qui est vraiment invertébré, à mon avis, ça va avoir des impacts assez importants. Donc, il y a des chances qu'il va falloir statuer un peu là-dessus. Donc, bon. Et ce qui est assez intéressant aussi, ce qui est cool, c'est que justement, ils ont mis leurs données à disposition. Et ça, c'est bien. Donc les références, tout ça. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que dans ce genre d'article, dans Nature, on a une section main qui présente à la fois l'introduction, les résultats, enfin une partie des résultats et les implications, donc tout ce qui est discussion. C'est ce qu'on appelle un format court d'article. Et les méthodologies arrivent après parce qu'ils considèrent que ce que les gens veulent en priorité, c'est des résultats et pourquoi est-ce que c'est intéressant. Donc tout ce qui est méthodologie vient souvent après dans ce genre d'articles de Nature ou Science, écologie, c'est ce qu'on appelle vraiment format court. Donc c'est une autre façon de lire la recherche. Donc vous ne surprenez pas si vous n'avez pas les traditionnelles introduction, méthodologie, matériel et méthode, résultats, discussion. C'est normal. Et donc là, ce que j'aimerais voir, moi, c'est aussi un peu les acknowledgements. Donc en général, c'est là aussi on se pose la question, est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts, des choses comme ça. Donc ça, c'est aussi important à voir. Donc on voit quand même que les chercheurs sont relativement affiliés à des universités quand même. Hein. On le voit par exemple qu'il y a aussi un lien avec UK Civil Resources. Donc ça, c'est une entreprise privée. De Metals Company, pareil. Donc en gros, de ce que je comprends, c'est qu'il y a des chercheurs universitaires qui ont eu un projet fondé par des entreprises privées justement pour faire ça. Donc c'est déjà mieux que si c'était juste des chercheurs qui étaient d'un institut privé. Et encore une fois, et je tiens à mettre l'emphase là-dessus, c'est pas parce que la science vient d'un institut privé qu'elle est mauvaise. Bien au contraire. En général, ils ont plus de ressources qu'en université. Donc c'est juste qu'il faut voir ça avec un prisme particulier. Voilà. Vous voyez, par exemple, c'est des Scottish Association for Marine Science. Il y a l'université d'Edinburgh. On a une université aussi ici au Center for Ocean Research de Kiel, de Helmholtz. On a aussi l'université de Boston. Donc c'est quand même des chercheurs universitaires. Donc ça déjà, ce sont des bons points. Donc ce que je vois, c'est vraiment que des chercheurs universitaires se sont regroupés autour d'un financement commun, qui est un financement qui vient d'organismes privés. Donc à voir effectivement si après il y a eu une étape de validation des résultats, de validation de l'article avant qu'il ne sorte, par justement les bailleurs de fonds. Mais ça, on ne peut pas le dire. Enfin, en tout cas, je n'ai pas lu. Peut-être que c'est marqué dessus, mais voilà. Et Lucid Funding, non, ça c'est bon. Ils ont mis leur competing interest, ça c'est très très bien. Ok. Donc tout ce qui est dit ici, c'est que The Metals Company et UK Civil Resources, donc les bailleurs de fonds privés, ont participé à la sélection des sites d'études et sur la planification opérationnelle en mer. Also work with Federal Research Exploration. Ok, donc ils ont travaillé avec le Geoscience and Nature Resources Institute en lien évidemment avec les droits d'exploitation justement de la zone économique exclusive de la pas de la Nouvelle-Zélande, mais de... En fait, en même temps, il n'y a pas... C'est quoi CCZ? C'est pas le... Je passais une Nouvelle-Zélande, mais pas du tout. C'est juste des gens qui sont dans la Nouvelle-Zélande. C'est moi aller voir.
TCZ, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est ça. Clarion Clipperton Zone. Donc c'est la zone d'étude finalement. Donc en gros, ils ont travaillé de concert avec... Je reviens là. Non, je reviens donc avec le Institute for Geoscience and Natural Resources, qui eux ont les droits pour être justement dans l'exploitation de cette zone. Voilà. Donc tout est marqué ici et je vous encourage vraiment à aller voir dans les articles que vous citez ou les articles que vous lisez les déclarations éthiques. Donc tout ce qui est competing interest et conflit d'intérêt finalement, conflict of interest, pour en savoir plus justement sur la façon dont a été faite l'étude et les conditions de production de cette étude. Voilà. Donc c'était sur l'oxygène noir. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? N'hésitez pas, interrompez-moi. Vraiment, interrompez-moi, c'est le but aussi d'un instant séance, c'est que ce soit quelque chose qui soit un petit peu interactif. Donc, moi je veux aussi que ce soit quelque chose qu'on fasse tous les deux, enfin tous les deux, avec le chat. Mais en vrai, je trouve que l'article du Monde est un article qui est quand même assez clair, selon moi, qui parle quand même des belles choses là-dessus. Pour une fois, je trouve qu'ils ont fait un bon travail. Mais en fait, je dis pour une fois. Mais je trouve qu'en général, dans la rubrique scientifique du Monde, ils font un beau travail de vulgarisation. En général, c'est quand même plutôt bien fait. Et ça, je suis assez content. Chapeau à eux autres. C'est très très bien. Il y a des gens qui travaillent bien là-dessus. Notamment... Ah non, c'est marrant parce qu'ils n'ont pas mis le nom de... C'est l'AFP qui a fait cet article-là. Bon. En tout cas, GG à vous. Voilà. Écoutez, c'était l'instant séant d'aujourd'hui. Je vais revenir sur la scène de base. Et je pense qu'on en aura fini avec cet petit instant séant. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme matos pour accéder à ces profondeurs? Ah, voilà une bonne question. Je te dirais qu'en général, on va à ces profondeurs-là avec du matériel qui est capable de soutenir la pression. Parce que comme on est à 4000 mètres de profondeur, ça veut dire qu'on est à... Ça veut dire que comme à tous les 10 mètres, on gagne une atmosphère, donc on est à 490 fois l'atmosphère terrestre. Ce qui est beaucoup. Donc ça veut dire qu'en gros, vous mettez la main dedans, vous n'avez plus de main. Ça fait... ça implose. Donc ça veut dire que vous avez 490 fois... Enfin, on n'est pas 490, on est à 4000 mètres de profondeur. C'est-à-dire qu'on a 400 fois l'atmosphère terrestre. Donc ça veut dire que vous avez 400 fois le poids qu'on a actuellement sur les épaules. Donc évidemment, si on sort, on est mort. Donc en général, on va envoyer des robots pour aller dans ces endroits-là, où on va juste envoyer des instruments qui vont venir collecter des échantillons pour les ramener à la surface. Donc quand on parle de robots, je vais vous en montrer un par exemple, on parle en général de ROV, pour Remotely Operated Vehicle. Remotely Operated Vehicle. Donc les ROV, hop, on va avoir justement tout un tas de... Ils ont la pression. Yes. Attends, j'ai ça. Bravo. Donc, le Remotely Operated Vehicle, en gros, c'est un espèce de petit robot. Pardon. C'est un petit robot qui va être contrôlé à la surface, qui est en lien avec un opérateur à la surface par un câble, que vous pouvez voir ici. Que vous pouvez voir là, du coup. Donc, le câble remonte à la surface, et il y a un opérateur, tout comme on serait avec un drone, avec un petit joystick comme ça, qui va justement descendre pour aller à l'endroit d'intérêt. Donc à bord, il y a tout un tas de capteurs qui vont te donner des informations sur la pression, qui vont te donner des informations sur la salinité par exemple, la température, plein de capteurs qu'on peut mettre dessus, et certains sont effectivement aussi équipés de bras pour faire de la manipulation à ces profondeurs-là. Donc ce sont évidemment des choses qui sont en métal, c'est des choses qui ont justement la possibilité de résister en fait à la pression qu'il y a à ces endroits-là. Donc ce design-là n'est pas forcément pour aller à 4000 mètres de profondeur, mais c'est pour vous donner un petit peu l'idée. C'est le même robot que dans le film Abyss. Bah oui, on se refait pas. Tout à fait, ça on appelle ça des ROV. Ou des... Comment on dit ça en québécois déjà? Des engins téléopérés indépendants, je crois. Quelque chose comme ça. Mais peu importe. Donc des ROV. Et ça, ce qui est le fun, c'est qu'en plus, on peut mettre des caméras. Vous voyez, on peut mettre des caméras pour avoir une vision directe de qu'est-ce qui se passe à ces endroits-là. Donc évidemment, il faut mettre des projecteurs parce qu'il n'y a pas de lumière. On peut mettre aussi des choses qui font à plusieurs spectres, si on veut voir de l'infrarouge, des choses comme ça. Donc, c'est en général le matériel le plus souvent utilisé. Moi, ce que je pense qu'ils ont fait avec les cloches benthiques, justement, parce que quand même 4000 mètres de profondeur, c'est quand même beaucoup. Donc moi, je pense que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lesté une corde avec justement du lest pour que ça aille jusqu'au fond.
Donc il faut quand même une corde de 4 km de long. C'est beaucoup. Donc ils ont lesté une corde comme ça pour rester au même endroit. Et en utilisant la corde comme guide, ils ont fait justement avancer le ROV dessus ou un collecteur, une benne tout simplement, pour collecter du sédiment à cet endroit. Donc ce qu'ils ont fait, à mon avis, c'est ce qu'on appelle un box score. Je pense que vous allez voir un petit peu. Box score Marine Abyss. Vous allez voir, c'est des trucs qui sont énormes. Voilà, c'est des choses comme ça. Box score sampling. On va aller voir. Panties par le Wageningen Marine Research Institute. Ok, donc là ils vont en mer du Nord. Ok. Vous voyez, c'est sur un gros bateau océanographique, avec des treuils et des engins quand même qui permettent la manutention de ces choses-là. Donc vous les mettez à la surface et hop, ça plonge, avec quelqu'un qui justement opère le treuil juste ici. Donc en gros, vous voyez, c'est une espèce de grosse plateforme comme ça, qui est suffisamment lourde pour pas être renversée. Parce que c'est ça le problème. C'est qu'en gros, c'est quelque chose qui va descendre jusqu'au son, et ensuite il injecte vraiment une carotte. C'est-à-dire qu'il y a une force mécanique, et vous voyez ici, il y a du lest. Donc en gros, ça vient se poser, tac, sur le sédiment. Et là, vous avez la benne qui se referme. Donc ce qu'ils ont appelé une cutting blade, parce que le but est vraiment de tchac, comme ça, pour pouvoir remonter une partie du sédiment avec la remontée de la benne. Vous pouvez le voir, par exemple, ici, c'est quelque chose qui entraîne pas mal de sédiments autour. Parce que là, de ce que je vois, c'est un sédiment assez vaseux. Ouais, oh là là, c'est vaseux en tabarouette. Donc forcément, vous allez avoir une perte de sédiment à la surface, de la remontée du sédiment jusqu'à la surface. Mais c'est pas grave parce que le box core, et on voit ça par c'est une box. Core, c'est vraiment le fait de faire une carotte de sédiment. Ouh, c'est pas passé loin de la caméra, ça. René, la caméra, s'il te plaît. Ah. Et du coup, en fait, c'est vraiment la carotte a été emprisonnée, on va dire, dans un compartiment, vous voyez. Ce qui fait que même s'il y a eu une perte de sédiments autour de sédiments qui s'étaient collés autour de la carotte, quand on va ouvrir notre réceptacle, il y aura quand même de sédiments en bonne, comment on va dire, regardez ça. Le sédiment qui est ici, il est quand même représentatif de ce qu'on a fait à la surface. Et ensuite, les chercheurs peuvent faire d'autres recherches dessus, comme notamment prendre des échantillons pour s'intéresser à la faune benthique, comme toutes ces belles choses. Alors attention, ici vous avez un gastéropode, ici vous avez un oursin, ici vous avez une araignée de mer, là c'est un bivalve, ici c'est une crevette fouisseuse, ici vous avez une ophure magnifique, vous avez un annélide ici, et vous avez certainement un autre bivalve. Voilà, allez, 10 sur 10, merci, au revoir, c'est tout pour moi. Donc il y a quand même beaucoup de choses que vous pouvez trouver là-dedans, et c'est comme ça en général qu'on prend des échantillons à une profondeur élevée. Ce que je pense qu'ont dû faire les chercheurs, parce que là on parle quand même aussi de nodules polymétalliques, donc ce qu'ils ont dû faire, c'est faire plusieurs campagnes, plusieurs échantillonnages, avec effectivement la remontée de carottes au bateau, pour pouvoir faire les expériences, mais aussi la prise de nodules, avec peut-être un aspirateur, pour les ramener à la surface et recréer un milieu naturel à la surface. Mais je pense qu'il y a aussi eu des ROV qui se sont baladés pour aller comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passait là-dessus. Voilà. Surtout que, donc du coup, là, on parle de cloche benthique. Donc, ce qui veut dire que, en plus de seulement apporter un box score comme ça, ils ont dû apporter une cloche dont le but était de la mettre sur le sédiment, paf, comme ça, et d'isoler le reste pour suivre les flux d'oxygène et de CO2 à l'intérieur de la cloche. Donc, à mon avis, ça s'est fait avec justement l'aide d'un ROV. Et parce que, oubliez ça, on ne peut pas plonger à 4000 mètres, c'est pas possible. Ici, vous avez une saleté, puis là, une autre saleté, et encore une autre saleté sous-marine. C'est non. Moi, j'ai envie de dire, c'est honteux, monsieur Arco, et quand tu dis ça, je suis très très triste. Je suis très très triste, vraiment, quand tu dis ça. Parce que c'est pas des saletés, ce sont des beautés de la nature. Voilà. Non mais, regardez, il y a un poulpe qui fait du labyrinthe. Marrant. On banne, chef? Oh non, pas pour ça. Quoique. Est-ce que tu veux mettre un petit time-out de 30 secondes, Émerion? Juste pour le plaisir? Allez, Arco, tu vas servir de crash test.
On t'aime, hein. C'est pas la question. C'est juste que tu vas servir de crash test pour Emurion, qui est notre nouvelle modératrice sur la chaîne, qui n'a encore jamais eu à ban. Ah, tu lui as mis 600 secondes. 600 secondes? C'est beaucoup ça. Ça fait 10 minutes. Ah, tu la ban pendant 10 minutes? Oh la vache. C'est un peu intense ça. Alors non. Non, 600 secondes, ça fait quoi? Ça fait pas 10 minutes? Ah si, ça fait 10 minutes. Ah, tu la bannes, tu l'as été ou quoi? Oh non, ça a enlevé tous ces... Oh Arco, on t'aime. Comment on rectifie ça? Bah, tu tailles... Ouais, voilà. C'est enlevé, c'est bon. Arco, tout est pardonné. Ah, on t'aime, Arco. Aïe, 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 aïe. Ah, on fait du contenu qui est très intense, évidemment, sur la chaîne. Vous inquiétez pas. Non, mais en tout cas, c'est ça. Tu as compris la façon de faire. On t'aime, Marco. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et de toute façon, n'hésitez pas à venir en discuter dans le chat. On est là pour ça. Donc voilà, c'était un petit instant séance sur l'oxygène noir. Oxygène noir. Et on va en créer une petite sidecard sur le Discord une fois que le temps fort sera fait. Donc voilà. Merci, c'était l'instant séance et on retourne bientôt sur nos émissions.